Alors bonjour à tous, bienvenue. On n'est pas très nombreux cet après-midi, mais la session est enregistrée, donc le webinaire pourra être revisionné par la suite. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir faire un point sur les conditions du millésime, et donc quelques outils qu'on peut vous proposer par rapport à ces conditions très spécifiques. Alors, un mot rapide sur Fermentis. Donc Fermentis, c'est la division de Le Saffre qui est spécialisée dans les boissons fermentées, alcoolisées, donc bière, vin, spiritueux, avec une activité importante dans le domaine du vin. Et donc le groupe Le Saffre est l'un des principaux producteurs mondiaux de levure et de dérivés de levure. Donc solutions à base de levure. Un mot sur le millésime 2021. S'il faut le caractériser, c'est un millésime très hétérogène, heu, donc avec des rendements qui sont très faibles dans beaucoup de régions. On a eu pas mal de calamités, donc y compris le gel en début de saison, la grêle et une grosse pression mildiou dans beaucoup de secteurs. On constate des sous-maturités à plusieurs niveaux, donc qui vont donner des vins avec des TAP plutôt faibles par rapport à ce à quoi on s'était habitué sur les derniers millésimes. Des acidités donc plutôt élevées, hein, des niveaux de malique qui sont très hauts et pas mal de verdeur sur certains mous. En plus de ça, on a un état sanitaire qui est variable selon les secteurs, avec des précipitations assez tardives qui ont provoqué l'éclatement des baies, donc forcément des infections en botrytis, et puis les pressions en mildiou qui ont forcé à faire des passages tardifs en cuivre, et donc on a un risque de résidus de cuivre sur certains mous. Donc on a remis à droite les volumes historiques sur les derniers millésimes. Vous voyez qu'on est sur un millésime plutôt faible pour la plupart des régions en termes de volume. Alors, le 1er la chose la plus importante, je pense, c'est vraiment de connaître ces mous et donc de faire les analyses, au départ, donc les analyses classiques en physico-chimique, surveiller les paramètres, donc le TAP, même si cette année on n'aura pas, a priori de soucis, de TAP très élevé, donc supérieur à 13-14. La turbidité, attention à ne pas être trop bas en turbidité, au risque d'avoir des fermentations compliquées, donc ne pas descendre en dessous de 50 NTU. Regardez aussi les niveaux d'azote assimilables. C'est toujours intéressant d'avoir les niveaux d'azote par cuve. Et effectivement, surveiller qu'on n'est pas carencé, c'est-à-dire que on est au minimum à 150 ppm. Bon, après, la nutrition en azote assimilable dépend aussi du niveau de sucre qu'on a au départ, donc un paramètre à regarder. Et puis regarder donc aussi surveiller le sulfitage et toujours le SO2 libre. Donc ce qu'on peut regarder aussi, c'est les contaminants, surtout surveiller le cuivre cette année, comme je le disais, donc éviter, faire attention aux cuves qui vont avoir des niveaux de résidus en cuivre assez élevés. Et puis en cas de fermentation languissante, un peu plus tard dans la fermentation, on pourra refaire des contrôles microbiologiques et procéder à des dénombrements de population pour essayer de trouver la cause des fermentations languissantes. Donc ça, c'est une possibilité aussi quand on voit la fermentation ralentir. Alors je vais laisser la parole à Mariam qui va vous parler des possibilités d'enzymage
et de ses intérêts, technologiques par rapport aux conditions du millésime. Alors, merci Nathan. Donc, exactement dans ce contexte du millésime que tu viens de présenter, on a plusieurs outils que nous pouvons utiliser pour améliorer la qualité des vins cette année dans son contexte. Les préparations enzymatiques en font partie. Ce sont des outils qu'on peut utiliser pour améliorer certains aspects technologiques et organoleptiques aussi. Si on se focalise sur les vins rouges particulièrement, on peut, grâce à ces cocktails enzymatiques, parce qu'il s'agit toujours de cocktails enzymatiques qu'on va employer, de différents types de pectinases, des activités secondaires aussi qui viendront en appui pour faciliter les activités principales et qui nous permettront, notamment sur les rouges. Alors, j'ai un petit souci. Attends. Voilà. Donc, qui nous permettront notamment d'augmenter l'extraction de couleurs et de tanins. Il s'agit de préparations avec des activités secondaires qui vont venir dégrader les parois végétales de façon beaucoup plus efficace et en appui des pectinases qu'on peut trouver. Il s'agit d'enzymes de macération qui permettent en rouge d'améliorer la macération justement et la diffusion dans le mou de composés polyphénoliques, notamment les anthocyanes, qui sont d'intérêt principal, et surtout dans un contexte de sous-maturité tel qu'on l'observe cette année. En effet, ces enzymes permettent de fragiliser les parois cellulaires de façon ciblée et facilitent ainsi la libération des composés phénoliques d'intérêt dans le mou. Donc, c'est une pratique assez intéressante qui permet aussi en phase aqueuse d'extraire un maximum de ce composé d'intérêt, donc anthocyanes et tanins aussi de grande qualité, et qui nous permettront par la suite, au fait, d'avoir avec des outils qui nous permettront de les stabiliser dans le temps, des meilleures perceptions visuelles au niveau de la couleur, mais aussi organoleptiques en fonction des préparations qu'on utilise. Donc, dans la proposition Fermentis aujourd'hui, on a une enzyme qui est particulièrement adaptée pour cette application, c'est la Sapizyme Col+, une préparation, un cocktail enzymatique riche en différents types de pectinases, mais également d'autres activités secondaires telles que les hémicellulases qui sont très intéressantes dans le cas justement des macérations de raisins rouges pour l'extraction de ces composés polyphénoliques. Donc, ça permettrait au fait de vraiment faciliter l'extraction de ces composés et augmenter la teneur en anthocyanes notamment. Dans certains cas, on peut observer des augmentations qui vont jusqu'à 30-40% dans le cas des anthocyanes et des IPT dans les vins. D'autres intérêts technologiques des enzymes sont l'augmentation du rendement de vin de goutte, donc toujours dans le cas des rouges. La plupart des préparations enzymatiques, pas forcément tous, permettent une dégradation bien ciblée et performante de la chaîne pectolytique. Et ça permet au fait de faciliter également aussi la libération des jus et des vins. Donc c'est intéressant bien sûr sur jus aussi en cas de vinification en blanc et en rouge, et sur des vins rouges. D'autres intérêts sont aussi, si on combine dans certains cas, pas uniquement l'utilisation des pectinases, mais l'utilisation combinée aussi de pectinases et glucanases, on peut arriver à réduire la viscosité et améliorer la filtrabilité des vins. On a besoin en fait de dégrader à la fois des chaînes pectolytiques et également des glucanes qui peuvent être présents notamment qu'on trouve en fait dans la paroi cellulaire lévurienne, mais aussi cette année, au vu un peu des tendances et l'infection de botrytis qui ont proliféré un peu dans différents secteurs, la présence de glucanes provenant des botrytis peuvent aussi être assez importants. Donc, l'emploi des glucanases peut être très intéressant aussi dans ce sens-là, pour réduire et pour cliver au fait les molécules de glucane pour améliorer par la suite la filtration des vins. Donc,
Ces opérations, en fait, ce type d'enzymage vont nous permettre, en gros, de réduire le nombre de soutirages aussi nécessaires. On aura des vins plus clarifiés et ça va grandement faciliter les mises en bouteille. Et par la suite, et dans un deuxième temps, au cours de l'élevage, l'utilisation de tel type de préparation peuvent aussi conduire à la libération augmentée de polysaccharides d'intérêt organoleptique qui vont conférer une sucrosité, volume, rondeur plus important au vin et des molécules qui participent également à la stabilité colloïdale de ce vin. Donc, il existe d'autres solutions également pour arriver à stabiliser les colloïdes du vin et également travailler mieux les aspects organoleptiques en bouche. Je vais passer la parole à Nathan et on reviendra un peu plus tard dans la présentation sur d'autres outils qui peuvent exister aussi dans ce sens-là, dans cet intérêt-là. Merci Mariam. Donc, on reprend effectivement sur l'un des critères qui est important dans ces conditions assez spécifiques de millésime, c'est de vraiment choisir la bonne souche de levure. Donc, quels vont être les critères de choix cette année? Faire attention aux paramètres qu'on a énumérés, donc potentiellement les résidus de cuivre qui vont provoquer des fermentations un peu plus compliquées. Les flores indigènes qui peuvent être complexes dans certains cas aussi avec des populations non Saccharomyces qui viendraient en compétition des Saccharomyces pour la ressource azotée. On voit que c'est très hétérogène au niveau des azotes assimilables, donc avec des mous parfois très pourvus et sur certains secteurs des mous carencés. Donc attention au niveau d'azote assimilable. Et puis donc les notes végétales qui sont présentes à cause de la sous-maturité avec des tanins amers et astringents. Donc par rapport à ça, on va aller chercher des levures qui combinent vraiment la sécurité fermentaire, être sûr de terminer, c'est vraiment toujours le premier critère, et une expression aromatique suffisante qui va venir masquer un peu les notes de verdeur qu'on peut trouver sur les mous en rouge. Voilà, donc au niveau des contraintes techniques, on vient de les énumérer. On peut utiliser soit des Saccharomyces cerevisiae var Baianus, donc les Baianus étant en général plus résistantes à des conditions difficiles. On peut aussi se diriger vers des hybrides, donc les hybrides qui ont un parent cerevisiae, un parent Baianus, qui font partie de nos sélections depuis quelques années et qui sont aussi relativement performants dans des conditions de fermentation difficiles, donc souvent avec des latences assez courtes et des cinétiques plutôt rapides, surtout des fins de fermentation assez franches. Donc, si on se trouve dans des conditions difficiles au niveau des fermentations, ça peut être intéressant de sécuriser et de sélectionner plutôt ce type de souche. Donc, dans la gamme Fermentis, on peut citer la BCS 103, qui est une Baianus, et sur rouge, donc les hybrides S62 et S135, qui vont être particulièrement adaptés sur vin rouge. On constate aussi des niveaux de malique assez élevés. Donc, par rapport à ça, on sait que les souches de levure en fermentation alcoolique ont une capacité plus ou moins grande à démaliquer, donc dégrader l'acide malique. Et ça, c'est une donnée qu'on peut retrouver sur le site de l'IFV. Vous avez donc des fiches levures avec des essais en conditions standards sur toutes les levures du marché. Et parmi les paramètres testés, vous avez la dégradation en acide malique que vous pouvez voir. Donc, c'est peut-être un paramètre à regarder cette année, justement, où on a des niveaux de malique élevés, d'essayer de prendre des souches de levure plutôt démaliquantes. Donc, il faut savoir que la BCS 103, par exemple, est plus démalicante que le reste de la gamme Fermentis. Il faudra aussi porter une attention particulière à la nutrition organique, non seulement pour la fermentation alcoolique, mais aussi pour la malo.
sachant qu'on va avoir beaucoup de malique à dégrader. Donc pour la fermentation malolactique, il faudra vraiment une bonne nutrition, organique, des bactéries, heu, pour mener à bien la malo. Alors, le choix des levures va aussi se faire par rapport à l'expression aromatique, des levures. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est une diapo sur laquelle on peut passer 1 heure, mais vous voyez que la levure, va vraiment avoir une empreinte aromatique, très importante sur le vin. Alors ça peut être une empreinte à la fois à partir des précurseurs d'arômes, notamment pour les cépages, terpéniques ou thiolés et ça va être, également la production d'esters et d'alcools supérieurs par la levure, ce qu'on appelle les arômes fermentaires, qui vont marquer le vin. Donc l'idée, c'est de s'orienter vers des levures qui ont une bonne production, de ces esters et de ces alcools supérieurs, pour pouvoir masquer un peu l'effet de verdeur qu'on aura sur certains goûts. Alors, si on a des cépages avec des précurseurs, terpéniques, donc là, c'est souvent le cas des blancs, un peu moins le cas des rouges, même si sur certains, cépages en rouge, on peut trouver des précurseurs, de terpènes. Là, on conseillera plutôt des hybrides de type, AGT18. Donc on voit par rapport aux essais, que c'est un hybride qui apporte une bonne production de terpénol par rapport à des références commerciales du marché. Également au niveau du profil, organoleptique, on aura, avec, l'AT18 donc une persistance aromatique, une rondeur et une qualité aromatique, assez importante. Au niveau des tilleuls, donc pareil, plutôt blanc. Hem, il y a certains cépages en rouge où on peut avoir des bons niveaux de précurseurs, également en tilleul. Mais là, on s'orientera plutôt vers la CKS 102 ou la SH12. Donc CKS 102 qui est une cérévier intéressante pour avoir à la fois une bonne production d'ester d'acétate et une bonne révélation des tilleuls, donc un profil fruité assez équilibré. La SH12 qui va être plutôt une souche, uniquement portée sur les tilleuls avec des tilleuls, frais, donc 4 MMP, bonne production de 4 MMP et de 3 MH. Donc le côté, bourgeon de cassis et agrumes qui sera assez marqué. Ici, on voit un essai où on a comparé donc 2 références fermentis, une référence commerciale et la SH12 et clairement au niveau de l'acétate de 3 MH, on voit une production supérieure pour la SH12. Donc ça, c'était pour les arômes variétaux. Au niveau des arômes fermentaires, on va chercher à exprimer les esters, donc choisir des souches qui vont avoir une bonne production d'esters. À la fois les esters d'acétate qui vont donner des profils, assez marqués, donc vers, les fruits exotiques et la banane et des esters éthyliques qui donneront des profils plus complexes au niveau du fruité. Donc là, on peut s'orienter vers, un hybride de type, S135. L'AB1603 qui est une Baianus, mais qui produit quand même pas mal d'acétate d'isoamyle ou la 54, donc un hybride qui va produire également beaucoup d'ester d'acétate, donc profil très fruité. Là, j'ai repris l'exemple de la S135, par rapport à donc, une référence commerciale, assez utilisée. Donc dans cet essai, on voit, au niveau du panel, vraiment la S135 qui exprime, le côté fruits mûrs avec, une bonne intensité colorante et une intensité aromatique, assez marquée également. Donc là, on était sur une Syrah, relativement élevée en TAP. Donc ici, un autre exemple avec la A54. Donc là, on est sur blanc, sur melon avec un degré, un peu plus faible. Et on voit que la A54, va produire beaucoup de phényléthanol, donc le côté rose et d'acétate d'isoamyle et d'acétate de phényléthyl. Donc vraiment un profil, aromatique
très marquée. Voilà. Et au niveau du profil organoleptique, on voit donc une bonne intensité aromatique également et le fruité qui est supérieur aux références commerciales. Ça, c'est pour l'aspect aromatique. On va également s'intéresser à la stabilisation de la couleur. Il faut savoir que toutes les souches de levure ne sont pas égales par rapport au potentiel couleur. Et là, on le voit sur un essai. Donc là, on était sur Merlot en 2015, où on a testé plusieurs souches de la gamme Fermentis, notamment la BCS 103, la S135 et la S62. Et on voit que la S62 permet d'avoir un niveau d'anthocyanes dans le vin final qui est supérieur de manière significative aux autres souches. Donc, si vraiment on est sur des vins à faible potentiel couleur et qu'on veut favoriser la couleur, on se portera plutôt sur la S62 pour la richesse en anthocyanes. Donc là, vous voyez quand on a aussi l'indice en polyphénol totaux en ordonnée et que on est à la fois plus riche en anthocyanes avec la S62, mais également en polyphénol totaux. Alors, la plupart des levures de la gamme Fermentis sont easy to use. On parlait de sécurité fermentaire tout à l'heure, donc l'easy to use, c'est un concept qui va apporter beaucoup de flexibilité dans la mise en œuvre des levures. Donc concrètement, pour les levures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut soit réhydrater les levures de manière classique, donc dans l'eau avant de les ensemencer dans la cuve, soit faire un ensemencement direct, donc des levures du sachet sur la cuve, en prenant soin en rouge de faire un remontage directement après l'ensemencement pour bien homogénéiser la cuve. Et on aura exactement les mêmes résultats, donc on ne prend aucun risque sur la sécurité fermentaire par rapport à une réhydratation classique. Il faut savoir que toutes les levures fermentistes qui sont certifiées easy to use sont validées selon un protocole précis. Donc, je reprends ici l'exemple de la BCS 103. On va d'abord tester les cinétiques. Donc, on compare la cinétique donc en réhydratation dans l'eau froide à une cinétique en ensemencement direct dans le mou, qu'on voit ici en rouge. Donc là, on était à la fois sur rouge en grenache et sur clairette en blanc. On voit qu'on termine la fermentation exactement en même temps, donc on n'a pas de différence de cinétique quand on ensemence la levure en direct dans la cuve. On a également regardé donc les différentes viabilités par rapport à la température de réhydratation. Donc, est-ce que en réhydratant mes levures à 10 degrés ou à 43 degrés, avec toutes les températures qui sont intermédiaires, est-ce que j'aurai des différences significatives de viabilité? La réponse est non. On le voit ici sur le test de viabilité. On a fait varier les conditions d'agitation, donc soit des agitations violentes, soit pas d'agitation. On voit qu'on n'a pas de différence significative. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de flexibilité dans la mise en œuvre des levures et ça permet de gagner pas mal de temps. Le dernier paramètre qu'on a vérifié avec l'Easy to Use, c'est donc le fait qu'on n'ait pas de différence sur 20 au niveau du profil organoleptique. Et pour ça, on a fait donc déguster en test triangulaire à un panel expert les vins. Et on voit que ici, par exemple, avec le Grenache sur la BCS 103, on n'a pas de différence significative entre les modalités. Donc, on n'est pas capable de dire que le vin pour lequel la levure a été réhydratée a un profil différent du vin pour lequel la levure a été ensemencée en direct. Donc ça, c'était pour le choix des levures. Un autre conseil, donc cette année, il va falloir être attentif à la nutrition azotée. On voit qu'on a des mous avec des niveaux d'azote assez différents, donc une carence possible lorsqu'on aura des niveaux d'azote en dessous de 150 ppm. Alors, on a caractérisé toutes les levures et ça, vous pouvez le retrouver soit dans le catalogue Fermentis, soit
sur le site web Fermentis, on a caractérisé les levures par rapport à leurs besoins en termes d'azote assimilable et en termes de ratio azote assimilable sur sucre. Donc ça, c'est un ratio intéressant parce que ça permet de prendre en compte en fait le niveau de sucre initial dans le mou. C'est sûr qu'une levure n'aura pas besoin de la même quantité d'azote assimilable pour fermenter un mou à 10,5 de TAP et un mou à 15. Voilà. Donc on prend ça en compte dans les ratios et ça permet de savoir où on se positionne lorsqu'on a fait ces analyses d'azote assimilable. Donc, si on observe qu'on est carencé en azote, on va pouvoir faire soit un apport unique en cas de carence modérée, c'est-à-dire une carence inférieure à 40 ppm d'azote, soit un apport fractionné, donc en cas de carence importante supérieure à 40 ppm d'azote. Et dans ces cas-là, on conseillera d'apporter la moitié de l'azote à l'ensemencement des levures et la moitié de l'azote au tiers de la fermentation. Donc les moments d'ajout sont assez importants pour la bonne réussite de la fermentation. Donc ici, juste un rappel sur les différents types d'azote et surtout la différence entre azote organique et azote minéral. Donc, les deux types d'azote sont assimilables par la levure. Ce qu'on appelle l'azote assimilable, finalement, c'est la somme des acides aminés libres, ce qu'on appelle l'azote organique, et des ions NH4+, ammonium, ce qu'on appelle l'azote minéral. Voilà. Donc, tous les produits, tous les nutriments issus de la levure étant 100% de l'azote organique. Alors ici, on reprend les cinétiques fermentaires et on regarde donc les moments clés de nutrition. Le premier moment important, ça va être donc au moment de l'ensemencement des levures, à l'inoculation, où là, on va pouvoir mettre une première dose d'azote si on a une carence très importante. Donc là, on peut soit mettre de l'azote minéral, soit de l'azote organique, au choix. Ensuite, au quart de la fermentation, donc là, on voit qu'on est à la vitesse maximale de fermentation et où la population levurienne atteindra son maximum. Là, on conseille de faire un apport d'oxygène. Donc, ça peut passer par un remontage aéré et ça permettra d'augmenter la viabilité de la population de levure. Et puis, le troisième moment crucial, ce sera le tiers de la fermentation, où là, on sera au niveau du palier pour la population levurienne. Et dans ce cas-là, on conseille de faire le deuxième apport azoté lorsqu'on a une carence sévère. Et donc, chez Fermentis, on conseille plutôt un apport d'azote organique à ce moment-là de la fermentation. Donc plutôt azote organique ici. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un apport azoté qui va permettre aux levures de survivre, à la biomasse de survivre jusqu'en fin de fermentation dans de bonnes conditions et de terminer les sucres correctement. Premier apport d'azote, on est vraiment dans la synthèse de biomasse. Deuxième apport d'azote, on est dans le maintien de la population levurienne. Alors, un petit parallèle avec le process de production des dérivés de levure. C'est pas toujours clair au niveau des différents types de dérivés. Donc ici, on rappelle par rapport au process, on part toujours d'une crème de levure active. Et puis, au fur et à mesure de l'autolyse, plus on pousse l'autolyse et plus on va aller vers les autolysates totaux. Donc, une levure faiblement autolysée, ça va nous donner une levure inactivée qui va être riche en composés natifs, donc qui va plutôt être une levure riche en, par exemple, en glutathion ou en polysaccharides, qui va permettre de caractériser les vins. Si on va un peu plus loin dans l'autolyse, là, on aura des dérivés de levure nutritifs, donc soit avec un autolysat partiel, soit avec un autolysat total, qui sera vraiment très riche en acides aminés, donc vraiment utilisé pour la nutrition. Alors ici, on reprend donc les différents types de dérivés de levure
et leur impact sur le vin, pardon. Donc au niveau des activateurs de fermentation, on a donc dans les écorces de levure, le spring cell, les écorces vont être intéressantes pour détoxifier les mous. Donc pas d'effet nutritif à proprement parler, mais plutôt un effet de détoxification puisqu'elles vont fixer les acides gras chaîne moyenne qui sont toxiques pour la fermentation. Donc le premier réflexe en cas de fermentation languissante, c'est d'utiliser des écorces de levure. Alors les extraits de levure, je n'en parlerai pas parce qu'on ne peut pas les utiliser tels quels en œnologie. Ensuite, donc les autolysats de levure partiels, type spring ferm, qui vont apporter un bon compromis entre apport d'azotes aminés et apport d'acides gras et de stérol. Et puis donc les autolysats totaux, type spring ferm extrême ou vinyle liquide, donc qui est l'équivalent du spring ferm extrême mais stabilisé sous forme liquide, et donc qui permettront d'apporter un bon contenu en azote aminé, en vitamine B1. Donc là, on est vraiment sur l'aspect nutritif plus important. Donc vigne liquide très efficace lorsqu'on a des carences importantes en azote. Ça, c'était pour les aspects nutrition. Un autre paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est la rondeur, donc favoriser la rondeur et atténuer l'astringence, sachant qu'on va retrouver cette année beaucoup de tanins amers et astringents, et dans certains cas, un manque de concentration suite aux précipitations, donc des baies assez diluées. Et l'idée ici, ça va être de recourir à des dérivés de levure riches en polysaccharides qui vont permettre justement de compenser, d'apporter de la rondeur et d'atténuer l'astringence et potentiellement d'utiliser des dérivés de levure en collage. Vous verrez qu'il existe aussi des cols d'origine levurienne. Alors, premièrement, donc l'effet des polysaccharides sur l'astringence du vin et la couleur. En fait, les polysaccharides vont avoir un effet enrobant sur les complexes tannin-protéines et sur les complexes tanniques. Donc ça va permettre finalement de diminuer l'astringence par un effet d'enrobage. En tout cas, ça diminue la perception d'astringence dans les vins. Les polysaccharides vont également avoir un effet sur la couleur. Et donc là, on voit à droite schématiquement que sur les complexes tannin-anthocyanes, on peut avoir donc une liaison avec les manoprotéines qui vont venir stabiliser ces complexes et donc finalement stabiliser la couleur dans le temps. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un effet durable dans le temps et d'éviter d'avoir des anthocyanes libres qui sédimentent et finalement qui correspondent à une perte de couleur. Donc là, on a vraiment ces complexes qui sont stabilisés et qui permettent de maintenir la couleur au vieillissement. Donc, pour ça, on a une levure inactivée qui est riche en polysaccharides, qui s'appelle le Spring Cell Color G2, et qui va permettre, donc en étant apporté en début de fermentation, d'atténuer l'astringence et de bien stabiliser la couleur. Ici, on voit un effet du Spring Cell Color G2 par rapport au témoin. Donc, vous pouvez voir à gauche le témoin qui correspond à l'axe vertical. Et on voit l'effet à la fois du Spring Cell Color classique, qui est le Spring Cell Color première génération, et le G2, deuxième génération, qui est un nouveau dérivé de levure qui a été sélectionné et qui va vraiment jouer à la fois sur la couleur. On le voit ici avec des complexes tannins-anthocyanes qui sont plus élevés que pour le témoin, et donc mécaniquement moins d'anthocyanes libres qui sédimentent. Donc peu de perte de couleur. Et puis on le voit aussi au niveau de la trame tannique,
une intensité colorante supérieure et un IPT supérieur au témoin également. Sur le profil organoleptique, on voit qu'on a donc un indice éthanol et une qualité aromatique qui vont être supérieurs au Spring Cell Color classique et supérieurs au témoin. Et je laisse la parole à Mariam qui va vous présenter donc un produit de la levure qui peut être utilisé pour le collage et donc pour diminuer l'astringence. On va continuer avec l'intérêt de différents types de dérivés de levure. Donc, il s'agit dans ce cas précis d'un produit qui est à base d'extrait protéique de levure microcannulé. C'est un extrait qui a des propriétés bien spécifiques, différentes des extraits classiques qu'on peut trouver, qu'on peut obtenir à partir de la levure autolysée. Il s'agit ici au fait d'un procédé de production qui permet d'avoir une richesse assez importante en protéines non dénaturées par le process de production, d'extraction. Des protéines au poids moléculaire qui sont très intéressantes pour le collage de composés phénoliques des vins. Donc ici, on va regarder un peu les différentes actions et intérêts de ce produit qui s'appelle le Spring Finer. C'est un produit qui a différents intérêts. Déjà, d'un point de vue purement pratique, c'est un extrait qui est non pulvérulent et totalement soluble. On peut arriver à obtenir une dispersion totale de ce produit dans de l'eau au bout de 3 minutes. Donc, ça facilite énormément la réhydratation de ce produit avant l'emploi dans le vin. Il s'agit donc, vu que cette colle est d'origine lévurienne, d'un produit qu'on peut considérer comme endogène au vin, non allergène et qui s'adapte parfaitement au vin végan. Donc, vous avez ici sur le graphique présenté deux courbes qui donnent schématiquement une idée au fait des différences de poids moléculaire et des caractéristiques aussi de cet extrait protéique et des extraits classiques. Donc, vous voyez bien qu'on a une richesse, une présence en fait de protéines qui sont autour de 15 kilodaltons. On en a d'autres qui conviennent très bien au collage des composés phénoliques dans les vins et des mous. Donc, pour vous montrer un exemple, le diapo n'avance pas. Ici, je vais vous présenter des résultats d'un essai qui a été réalisé au laboratoire Nathalie sur un vin de presse rouge de Cabernet Sauvignon. On demande un collage assez respectueux, non destructif, qui présentait une grande astringence et amertume, une présence de tanin assez agressif. Donc, dans ce vin, différentes cols ont été testés. Le témoin face au Spring Finer à différentes doses. Et en parallèle, un collage à la lune d'œuf et de la gélatine légèrement hydrolysée. Donc, chaque produit a été utilisé. On va voir des résultats aussi pour la dose optimale déterminée par des tests de collage préalables. Donc ici, dans un premier temps, vous avez le comparatif sur les niveaux de turbidité finale. Donc, vous pouvez voir que pour une dose de 10 grammes hecto de Spring Finer, c'est la dose optimale dans ce test sur ce vin de presse particulièrement, comparé à des doses aussi optimales d'albumine d'œuf et de la gélatine, conduit à une turbidité finale très intéressante. C'est une colle aussi qui permet d'avoir un très bon tassement des lits. Donc, on a peu de perte de vin en conséquent et on obtient là, dans ce contexte, une turbidité finale au même titre que ce qu'on obtient avec l'albumine d'œuf.
D'autres intérêts aussi, on voit bien, l'idée d'une colle, c'est vraiment de réduire la teneur en composés phénoliques qui peuvent induire de phénomènes d'oxydation dans le vin, tout comme des composés qui sont déjà oxydés. Et on voit ici par un test de l'aptitude à l'oxydation qu'avec le Springfiner, toujours à la dose de 10 grammes hecto, qu'on obtient une bien moindre sensibilité à l'oxydation du vin, comparativement à l'albumine d'œuf, est meilleure que l'utilisation de gélatine. Donc, on obtient avec cette colle une action clarifiante très intéressante et aussi une réduction de la sensibilité à l'oxydation, tout comme aussi un impact assez intéressant sur la brillance du vin. On arrive à avoir des brillances qui se situent à peu près dans le même ordre d'après l'analyse ordre de grandeur que l'albumine d'œuf et la gélatine légèrement supérieure avec le Springfiner. Pour ce qui concerne les appréciations organoleptiques, aromatiques, olfactives dans un premier temps, sur ce vin-là, ce qui avait été noté par un panel professionnel, c'est une augmentation de l'intensité de l'expression aromatique fruitée significative et en parallèle aussi une réduction des notes végétales importantes. Donc, toujours comparativement à l'albumine d'œuf et la gélatine, pour ce qui concerne le profil gustatif, il y a des différences notables qui ont été de nouveau constatées. Donc, on voit notamment par rapport à l'albumine d'œuf, les différences sont très très marquées. On obtient avec un collage au Springfiner une diminution de la tannicité importante et un meilleur équilibre et sucrosité dans le vin au final. Donc, cette colle, tout comme un grand nombre de produits œnologiques que nous utilisons, est à dissoudre au préalable dans de l'eau, 10 fois son poids en eau, pas dans le vin. C'est très important parce qu'avec des colles de manière générale, on ne va jamais apporter le produit directement dans le vin. On risque d'avoir un surcollage très localisé, sans pour autant pouvoir en fait, bien coller le vin, l'ensemble, le vin, le volume qu'on souhaite coller. Donc, c'est très important de le coller au préalablement dans de l'eau. Donc après, on peut mélanger le produit dans le vin à l'aide d'un système Venturi, homogénéisé par un remontage ou une homogénéisation par un autre système qui permet vraiment de mettre le vin en contact avec la colle qu'on introduit là sous forme de Springfiner. Les doses usuelles sur rouge sont entre 5 à 15 grammes hectolitres. Après, c'est toujours important de faire un test en fonction du vin pour vraiment déterminer la bonne dose adaptée. Donc, pour le moment, dans les essais différents qu'on a réalisés sur rouge, la dose à 10 grammes hecto semble convenir bien, notamment au vin de presse. Pour ce qui concerne d'autres applications sur blanc, rosé, ou vin blanc ou rosé ou sur mou, il y a des doses aussi également qui varient beaucoup. Il s'agit dans tous les cas de figure d'une colle qui est très efficace. Vous voyez par exemple les préconisations de doses sur les vins blancs et rosés sont très très faibles. On peut arriver à avoir des bonnes collages avec des doses entre 1 à 5 grammes hectolitres. Sur les mous, qu'il s'agit au fait d'un collage avec sédimentation statique, on va devoir monter un peu les doses. En flottation, les doses sont par contre bien moindres et on peut également utiliser le Springfiner en cours de fermentation. Si on le souhaite, là c'est plutôt dans le contexte des vins blancs et rosés de nouveau. Et là, on va pouvoir aussi se contenter avec des doses très faibles allant de 1 à 3 grammes hectolitres. Donc, pour conclure sur cette présentation, on peut passer après aux questions-réponses si vous en avez. Une conclusion rapide, donc on a parlé au fait de différents outils qu'on a à disposition pour améliorer la qualité
organoleptiques et également les rendements en vin, surtout dans le contexte de cette année où on a énormément d'hétérogénéité, une tendance plutôt à la sous-maturité aussi. Donc l'idée, c'est dans un premier temps vraiment d'utiliser des outils qui sont à disposition. Des enzymes sont des outils très intéressants pour cette année. On pourra, dans le contexte rouge, arriver à la fois à augmenter le rendement en vin de goutte et également aussi avoir une meilleure extraction des tanins et des anthocyanes surtout. Donc, ce sont des outils très intéressants aussi pour réduire les temps de macération, hein. Surtout que on ne souhaite pas, dans le cas de raisins en sous-maturité, d'avoir une extraction, par exemple, très importante des pyrazines ou d'autres composés qui peuvent apporter des notes végétales. Donc, une extraction ciblée, rapide, efficace avec des préparations enzymatiques telles que Savizyme Col Plus peuvent être très adaptées. Ça nous permet aussi de réduire le temps où s'en passer au fait de la macération préfermentaire à froid, surtout si on a aussi une tendance à la pourriture. Ensuite, on peut toujours arriver avec le choix de la levure et une bonne nutrition adaptée, non seulement de sécuriser en fait les cours de fermentation, mais également optimiser à la fois des critères chromatiques et aromatiques des vins. En cas en fait de vins qui sont en manque de concentration, en milieu de bouche notamment, on a des préparations telles que Springside Mano qui peuvent être assez intéressants à employer sur vin pour arriver à apporter un peu plus de gras, un peu plus de rondeur en milieu de bouche pour avoir un meilleur équilibre de structure sur les vins aussi. Et très important, également dans le contexte de l'année, mais de manière générale, pour ce qui concerne les vins de presse, hein, de rouge, qui sont les plus chargés en composés phénoliques oxydables, c'est très important toujours d'arriver à avoir un collage important, surtout si on a par la suite une intégration des vins de presse dans les vins de goutte en proportion importante, pour éviter d'avoir des phénomènes en fait d'évolution, d'oxydation dans le vin et ainsi préserver au mieux la fraîcheur et la qualité organoleptique, surtout aromatique, des vins dans la durée. Donc là, c'est un schéma qui résume un peu les différentes propositions qu'on peut faire à ce stade dans le contexte de ce millésime. Il existe d'autres outils aussi qu'on peut employer pour vraiment arriver à avoir des itinéraires optimisés. J'ai évoqué les glucanases, notamment des préparations de pectinase, glucanase initialement. Je pense que pour cette année, ça peut être des outils aussi très intéressants pour améliorer notamment la filtrabilité des vins et la stabilisation en fait colloïdale aussi, qui vont avoir des impacts aussi importants dans la gestion des itinéraires de vinification. J'ai fini pour cette partie. Je ne sais pas si Nathan souhaite ajouter d'autres choses avant qu'on passe éventuellement aux questions-réponses. Non, c'était très complet pour ma part, donc je vous propose de passer aux questions si vous en avez. N'hésitez pas, on est en petit comité, on est entre nous, donc n'hésitez pas à poster vos questions. Alors pour ceux qui nous connaissent déjà, vous pourrez nous envoyer des mails pour si vous avez des questions particulières, mais bon, là, on est ensemble, c'est l'occasion. Non, mais écoute, Mariam, je crois que tout était clair, hein, parce qu'a priori, on n'a aucune question dans le chat, donc c'est que... N'hésitez pas à nous contacter par la suite hein, si jamais il y a des questions qui vous viennent. Vous pouvez nous envoyer un mail avec vos questions éventuellement.
Vous avez nos contacts et vous pourrez par la suite passer également par Soufflet Vigne, hein, pour nous poser des questions s'il reste des questions techniques pour cette campagne. Mais écoutez, je pense qu'on va vous souhaiter bon courage pour ces vinifications qui ont déjà commencé et qui doivent se poursuivre dans pas mal de secteurs. On sait que c'est une période très chargée, donc bon courage à tous. Et puis on reste à disposition pour le support technique si besoin. Mariam, bonne Ben, journée. je vous souhaite à Oui. tous bonne suite de vendanges et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée.